sous la surface des océans et dans les manuscrits oubliés. Voilà où gisent maintenant les inventions navales de l'Antiquité. Notre équipe, composée de chercheurs, de modélistes et même d'anciens commandos marins, est partie à la recherche de ces engins militaires disparus depuis longtemps. Nos hommes ont accompli des prodiges au péril de leur vie. Leur découverte prouve que ce qui est fabriqué aujourd'hui s'inspire largement des plans établis par des ingénieurs morts il y a des milliers d'années. Avec nous, plongez à la redécouverte de la technologie navale de l'ancien temps. Avant d'explorer l'art de la guerre sur les mers, il faut rappeler certains chiffres concernant les océans. Ils occupent les 2/3 de la surface de notre planète. Depuis 5000 ans au moins, les mers ont fait office de champ de bataille. Où que vous habitiez sur cette terre, si vous étiez au bord de la mer, il vous fallait un bateau. Transporter des gens ou des biens sur de grandes étendues de territoire coûtait trop cher et posait d'énormes difficultés. Amener un bateau d'un point à un autre était environ 6 fois plus rapide et c'était infiniment plus simple. La nécessité de construire des vaisseaux toujours plus rapides, plus grands et plus puissants a déclenché dès l'Antiquité une course aux armements marins. On a retrouvé des traces de produits hautement toxiques qui prouvent l'existence d'armes biologiques, de grenades offensives à fort pouvoir explosif, d'unités sous-marines qui opéraient à la façon des commandos marins américains et d'inventions visionnaires permettant de marcher sur la mer comme sur le plancher des vaches. Toutes les civilisations de l'Antiquité, depuis les Égyptiens en passant par les Grecs jusqu'aux Romains, ont survécu grâce à leurs innovations dans la technologie navale. Faute d'innover, elles ont péri. Et la plus redoutable de toutes ces inventions n'est pas venue de l'Occident, mais de l'Orient. La Corée du Sud est l'un des joyaux les plus étincelants de l'Asie. Ce qui explique que pendant des siècles, elle a été convoitée par 2 de ses plus puissants voisins, la Chine et le Japon. Le Japon a formé les plus redoutables soldats que l'histoire ait connus, les samouraïs. La Chine possédait l'armée de fantassins la plus nombreuse de toute l'Antiquité. Or, la Corée se trouve au carrefour entre ces 2 pays, cernée par 2 superpuissances agressives. Pour protéger ses côtes, la Corée, plus petite et plus vulnérable que ses 2 voisins immédiats, a été obligée de développer sa technologie pour survivre. À l'époque de la dynastie Koryo, le développement des sciences a eu pour effet de nous doter d'une technologie militaire très en avance sur son époque. En l'an 1591, les Coréens mettent au point un bateau de guerre qui restera célèbre sous le nom de vaisseau Tortue. En moins de 6 mois, on forme des équipages chargés de manœuvrer ce vaisseau Tortue en vue d'un conflit qui restera dans l'histoire sous le nom de guerre Imjin. La Corée devra affronter la flotte japonaise plus de 3 fois supérieure en nombre. À l'époque de la guerre Imjin, les 2 flancs du navire étaient pourvus de 6 à bord. 2 autres se trouvaient de part et d'autre de la figure de proue en forme de tête de dragon. Ces canons pouvaient cracher de véritables nuées de missiles balistiques. On imagine que ces canons projetaient des boulets. Mais dans les premiers temps, ils expédiaient de grosses flèches en bois munies d'ailerons métalliques. Ces flèches mesuraient 2 mètres de long. Elles étaient conçues pour ouvrir de larges brèches dans la coque des navires ennemis. Le secret de ces armes, c'est que ces flèches étaient munies d'ailerons, ce qui rendait leur impact plus dévastateur. Ces missiles mer-mer percutaient leur cible à plus de 300 km à l'heure. Le secret de leur efficacité, c'était leur profilage révolutionnaire mis au point par les ingénieurs coréens. Grâce à son incomparable puissance de feu, le vaisseau Tortue pouvait anéantir à distance des cibles japonaises tout en se maintenant à l'abri de contre-attaques, un peu comme les porte-avions le font à notre époque. En dépit de la puissance dévastatrice de leur vaisseau Tortue, les Coréens devaient affronter des forces supérieures en nombre. Si l'ennemi parvenait à résister aux premières salves et s'approchait de leur navire, les Coréens risquaient fort de perdre la bataille. Les ingénieurs militaires coréens durent donc mettre au point une stratégie pour parer à cette éventualité. La solution choisie paraît incroyable. Ils décidèrent de modifier leur vaisseau Tortue pour le transformer en un véritable char d'assaut flottant. Le musée de la guerre à Séoul, en Corée. C'est ici qu'on a reconstitué l'un de ces extraordinaires vaisseaux de guerre.
Le vaisseau Tortue mérite d'être comparé à un char d'assaut, parce qu'il était conçu pour éperonner la flotte ennemie. Sa fonction consistait à briser les premières lignes ennemies et à couler les navires. Ensuite, le reste de la flotte coréenne se ruait dans la brèche. Ce bateau était conçu pour percuter directement les navires ennemis. Le navire pesant 400 tonnes, actionné par 80 rameurs, épronait la flotte ennemie. Bien entendu, il était spécialement conçu pour lui permettre d'encaisser de tels chocs. L'équipage et les rameurs s'abritaient à l'intérieur de l'embarcation. À l'extérieur, le vaisseau Tortue était hérissé de pics. Des pics qui n'étaient pas là pour la décoration. Les navires japonais se dirigeaient vers les navires coréens à grande vitesse. Les marins japonais sautaient sur le pont et massacraient les guerriers coréens. Ceci s'explique parce que les navires japonais étaient beaucoup plus hauts sur l'eau. Pour parer à ce genre d'éventualité, les Coréens ont cloué des pics sur le pont de leurs navires. Chaque écaille métallique était munie d'une pique de 60 cm de long, sur laquelle les envahisseurs qui se risquaient à l'abordage ne pouvaient que s'empaler. Le navire Tortue s'était transformé en cactus géant. Mais ces pics n'étaient pas sa seule défense. À la proue de ce navire de guerre se dressait un majestueux dragon, la gueule ouverte. Lui non plus n'était pas là pour la décoration. Selon de vieux récits, la gueule du dragon recélait une arme secrète et mortelle. À la proue de ce vaisseau se dresse une tête de dragon avec une gueule ouverte qui fait office de sabord. On y disposait un petit canon dont la puissance était légendaire. Il y avait aussi une sorte de vaporisateur qui diffusait d'épaisses fumées toxiques produites par la combustion du soufre et du salpêtre. Cette tête de dragon était en fait l'ancêtre des armes chimiques. Elle était capable de disperser des gaz toxiques dans la direction de l'ennemi. L'emploi du gaz moutarde était en avance de 500 ans sur l'usage qu'on en a fait durant la Première Guerre mondiale. C'est la première fois qu'on utilisait des armes chimiques, un choix tactique qui nous terrifie tous encore aujourd'hui. Mais le gaz toxique n'est efficace que si les combattants peuvent le diriger vers l'ennemi sans qu'il ne revienne dans leur propre camp. Richard Windley est historien et il est mondialement connu pour ses qualités de modéliste. Quand il a appris que les Coréens maîtrisaient bien avant nous l'emploi de gaz toxiques pour vaincre leurs ennemis, il a été fasciné. Il a fabriqué une réplique de la tête de dragon. Il va tester pour nous l'efficacité de ce système de dispersion. Quand on voit la façon dont les gaz toxiques ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale, il est évident que c'était un stratagème extrêmement dangereux. Il suffisait que le vent tourne pour qu'il revienne toucher ceux qui s'en servaient au lieu de frapper l'ennemi. Je dispose ma petite cartouche. Je l'allume, je la mets dans le chaudron, je ferme vite le couvercle et avec un peu de chance, on devrait obtenir de la fumée. Pour commencer, la fumée s'enroule autour de la tête, ce qui constituerait un danger mortel pour des assaillants proches. Mais ensuite, le vent la projette plus loin. On peut supposer qu'avec un système comme celui-là, on pouvait projeter de la fumée toxique assez loin. Si on essaie de disperser une substance dans l'air, on ne dépasse guère 3 mètres. C'était simplement un moyen de faire monter le gaz dans l'air et de le disperser. Mais je pense qu'étant donné la bonne manœuvrabilité de ces vaisseaux tortues, c'était une tactique efficace. Rappelons-nous que les Coréens se trouvaient en infériorité numérique. Ils étaient prêts à tout faire pour remporter un avantage, pour sauver leur culture et leur pays. Si le commandant d'un vaisseau tortue était capable de se placer sous le vent de l'ennemi, il pouvait projeter ces gaz toxiques sans risquer d'asphyxier ses propres troupes. L'emploi de gaz toxiques est resté dépendant des caprices du vent jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis les tranchées, on l'expédiait à l'aide de mortiers. Avec son arsenal redoutable, sa puissance de percussion, sa carapace hérissée de pics, le vaisseau tortue était un navire capable de changer l'issue d'un conflit. Mais l'Extrême-Orient a vu naître une arme navale encore plus mortelle. C'est grâce à une découverte sous-marine que l'on connaît aujourd'hui la hauteur à laquelle des engins explosifs survolaient les mers voici près de 1000 ans. Au XIIIe siècle,
Kublai Khan est un seigneur de guerre cruel et sanguinaire à la tête d'une superpuissance agressive et expansionniste. Au sommet de sa gloire, l'Empire mongol s'étend sur un territoire 3 fois plus étendu que les États-Unis d'Amérique. Pourtant, une nation échappe à la domination de cet empire, le plus grand et le plus durable de toute l'histoire. Cette nation, c'est le Japon. Kublai Khan veut exterminer les pirates japonais dont les pillages menacent le négoce sur les routes du commerce mongol. L'été de l'an 1281, le sort du Japon est dans la balance. Si le Japon avait perdu, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Il s'agissait de la première tentative d'invasion de notre archipel. C'est sans doute le fait que les gens se soient unis pour la repousser qui a engendré notre sentiment national. Pour cette invasion, Kublai Khan a prévu une flotte aux proportions gigantesques. Au Moyen-Âge, les plus grandes flottes jamais réunies sont celles que Kublai Khan a rassemblées pour envahir le Japon, une première fois en 1274 et une deuxième en 1281. La plus grande, la seconde, engageait plus de 4000 navires, transportant 100 000 soldats. C'est sans doute la plus grande armada de tous les temps avant la flotte alliée de juin 44. Comme lors du débarquement en Normandie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lancer une flotte sur les eaux représentait un véritable défi. Si l'aventure s'avérait payante, le Japon serait anéanti. Mais à quelques encablures des côtes, une terrible tempête se lève. Les vents déchaînés creusent la mer, toute la flotte s'abîme dans les flots. Les victimes se comptent par milliers. La population japonaise est convaincue que leur nation est sous la protection divine. Des archives historiques de cette époque, celles de l'attaque mongole, mentionnent un violent typhon. Les Japonais sont persuadés que ce vent est un cadeau des dieux. Ils l'appellent le vent divin, qui en japonais se dit kamikaze. Ce terme devait devenir le mot de ralliement des pilotes suicides japonais qui détruisaient les navires américains et sapaient le moral des équipages lors de la Seconde Guerre mondiale, 500 ans plus tard. Non loin des côtes japonaises, dans la baie de Takashima, les archéologues ont fait une découverte absolument stupéfiante. La flotte engloutie de Kublai Khan, enfin repérée, gisait sous les flots. Le musée de Takashima abrite ces précieux vestiges. Le site archéologique sous-marin de Takashima est l'un des premiers sites de fouilles sous-marines à avoir été exploré. Et c'est l'un des plus grands centres d'archéologie sous-marine. On a trouvé des sabres de fer, des boulets en pierre projetés par des catapultes et cette encre gigantesque. Voici des pièces de bois qui ont été remontées. Ce sont des morceaux de navires, des pièces de charpente navale. Mais les pièces les plus étonnantes trouvées sur le lieu du naufrage dans la baie de Takashima sont ces sphères creuses. En les examinant de plus près, on voit des traces d'explosion. Et chose curieuse, les dégâts semblent avoir été causés par une force située à l'intérieur de ces sphères. Ces objets seraient-ils les lointains ancêtres de nos grenades explosives? Dans l'enceinte sacrée du musée sanctuaire de Hakozaki à Fukuoka, au Japon, on trouve un indice qui pourrait bien fournir la réponse à cette question. Il s'agit d'un ancien rouleau conservé par les prêtres de l'un des 3 grands sanctuaires japonais. Ce rouleau illustre des événements qui se sont déroulés il y a environ 700 ans dans la région où a eu lieu la première invasion mongole. Les Mongols étaient des cavaliers, mais ils savaient utiliser la poudre. Les Japonais, qui n'avaient jamais vu d'engin explosif, furent extrêmement surpris. Si on l'observe avec suffisamment d'attention, l'une des illustrations de ce rouleau fournit la preuve qu'on transportait bien des boulets explosifs sur le lieu du naufrage, dans la baie de Takashima. Le rouleau nous montre des fragments explosés semblables à ceux d'une grenade moderne. Les anciens lui donnaient le nom de Tetsuao. En fait, on a repêché 6 exemplaires de ces armes qui prouvent bien qu'à cette époque,
On se servait déjà d'armes dévastatrices et extrêmement sophistiquées, et ceci dès 1281. Une fois passés au rayon X, les Tetsuao non explosés révèlent qu'ils ne contiennent pas seulement de la poudre, mais aussi des bouts de ferraille capables de provoquer un carnage. Ces Tetsuao pouvaient être projetés à l'aide de catapultes ou simplement lancés à la main comme des grenades d'infanterie modernes. Les résultats auraient sans doute médusé et terrifié les Japonais. Les Japonais n'avaient jamais vu de telles armes. Des armes qui font du bruit et qui explosent. Elles auraient taillé nos soldats en pièces et fait des dégâts partout. Le moral des soldats en aurait pris un coup. Mais personne ne sait quelle était la capacité dévastatrice de ces bombes datant du Moyen-Âge. C'est ce qu'on va tenter de savoir. Richard Windley, expert en technologie ancienne, a fait des recherches sur les capacités destructrices des Tetsuao. Il a pu reconstituer ces grenades légendaires. Celles-ci sont faites avec une pierre très lourde, une sorte de poterie très grossière, mais à la fois lourde et bien épaisse. Ce que vous voyez là, ce sont des répliques de ce que nous appellerions aujourd'hui grenades à fragmentation. Des armes capables de causer un maximum de dégâts physiques. Il s'agit d'armes absolument terrifiantes. Voici venu le moment de vérité pour le Tetsuao. Nos tests sur ces armes mettent en jeu des explosifs très dangereux. Nous avons donc fait appel à l'équipe de pyrotechniciens qui a assuré les séquences explosives des films de James Bond et autres grands succès hollywoodiens. Il faut qu'on puisse voir à travers les bottes de paille. Il faut rester suffisamment proche et assez protégé avec des bottes de paille et un mur de sacs de sable placés entre les opérateurs et la charge explosive. Voilà plus de 1000 ans qu'on n'a pas fait exploser un Tetsuao. Et comme on ne connaît pas exactement le rayon de déflagration, les membres de l'équipe se sont postés à plus de 30 mètres. On dit que le Tetsuao produit un flash aveuglant lors de la mise à feu. Pour filmer le phénomène, nous avons fait appel à un spécialiste de la prise de vue au ralenti. 5, 4, 3, 2, 1... Filmé à 10 000 images par seconde, cette expérience montre l'enfer terrifiant dans lequel se seraient trouvés plongés les guerriers japonais. Le Tetsuao explose à une température de 400 degrés. Ses effets ravageurs sont mortels à 100% dans un rayon de 7 mètres. Notre expérience inédite prouve que les Mongols auraient littéralement taillé en pièces la flotte japonaise. Mais toutes les inventions navales ne mettent pas en jeu des produits chimiques explosifs aussi sophistiqués. L'armée romaine avait mis en œuvre sur ses galères une pièce en bois aussi spectaculaire que difficile à manœuvrer. Elle allait changer le cours d'une guerre en l'espace de quelques heures. Voici 2000 ans, la superpuissance qui dominait toute l'Europe, une partie de l'Afrique et le Moyen-Orient, était l'Empire romain. Son pouvoir reposait sur ses légions, la première armée professionnelle de tous les temps. L'Empire romain s'étendait sur 4 millions de kilomètres carrés. Mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une superpuissance rivale émerge dans les sables de l'Afrique du Nord. Elle s'appelle Carthage. À l'origine, la ville de Carthage était un avant-poste phénicien en Palestine. Elle est peu à peu devenue une grande puissance commerciale en Méditerranée. La lutte entre Rome et Carthage est une lutte pour le pouvoir, pour le contrôle du commerce et pour les vivres indispensables, au premier rang desquels le blé. D'un côté, Rome et sa gigantesque armée de 350 000 soldats bien entraînés et bien armés. De l'autre, Carthage et sa puissance maritime. La première bataille a pour enjeu la Sicile. Un véritable grenier à blé pour Rome ou pour Carthage. C'est une question de vie ou de mort. Pas de blé, pas de pain, pas de réussite possible. Au cœur de la puissance carthaginoise, son magnifique port circulaire. Conçu pour abriter 200 navires de combat, il sert aussi d'état-major pour les officiers supérieurs. Alors que de nos jours, un porte-avions moderne exige 5 ans de construction, les ingénieurs carthaginois pouvaient réaliser des bateaux de guerre en un clin d'œil. Des récits anciens
parlent de vaisseaux bâtis en 40 jours après l'abattage des arbres qui servaient à leur construction. Entre Carthage et Rome, s'étend la Méditerranée, un champ de bataille navale de plus d'1 million de kilomètres carrés. La Méditerranée devient ainsi le point focal d'une terrible lutte pour le pouvoir. Dans l'Antiquité, ce qui comptait, c'était la manœuvrabilité des bateaux plus que leur nombre. Les Athéniens, les habitants de Rhodes et les Carthaginois étaient des marins hors pair. Mais il y a 2500 ans, la flotte romaine n'existait pour ainsi dire pas. Elle ne comptait que quelques patrouilleurs fluviaux, dont il reste des vestiges dans un musée de Mayence, en Allemagne. Les bateaux de type A que nous avons à Mayence ont un dessin élégant. Ils sont très étroits et longs. Mais nous n'avons aucune preuve qu'ils aient servi au combat parce qu'ils étaient trop petits et trop exigus. Ils servaient surtout à contrôler le fleuve. Mais les bateaux de rivière romains ne pouvaient rivaliser avec la puissante flotte carthaginoise. Comment les généraux romains pouvaient-ils conserver leur supériorité militaire sur l'immense étendue liquide? Ils ont copié les vaisseaux carthaginois et ils les ont fabriqués massivement et ils ont mis au point de nouvelles tactiques pour contrer l'adresse des Carthaginois et l'écraser par la puissance romaine. Ils ont transformé les batailles navales en batailles terrestres. Les ingénieurs militaires romains ont entrepris de construire des navires de combat, dont un appelé quinquérème, qui était à la tête de la flotte. Long de plus de 30 mètres, c'était en quelque sorte le transport de troupes rapide de l'Antiquité. Le quinquérème était un navire énorme. Il y avait sans doute 700 rameurs. C'était un bâtiment extrêmement coûteux et très compliqué à manœuvrer. Mais les soldats que transporte le quinquérème ne sont ni des marins, ni des commandos marins. Ce sont des légionnaires, des fantassins habitués à se battre sur la terre ferme. Les Romains devaient trouver un moyen de déverser leurs légions sur les ponts des navires carthaginois aussi rapidement que possible. Leurs ingénieurs navals proposèrent une habile solution. Un pont de 14 mètres de long et pesant 2 tonnes, baptisé Corvus. Il s'agit en fait d'une passerelle dont l'extrémité est munie d'une grosse pique. On abat la passerelle, la pique vient se ficher dans la coque du navire ennemi. Les légionnaires romains se ruent pour la franchir et massacrent les Carthaginois, qui ont prévu une bataille navale d'un navire à l'autre, pas un combat au corps à corps. Mais cette nouvelle arme ambitieuse sera-t-elle efficace dans la bataille? C'est ce que Richard Windley cherche à savoir. Il a construit une réplique de Corvus à une échelle réduite de moitié. Le véritable Corvus mesurait entre 10 et 13 mètres de long et 1,20 m de large. Il devait peser entre 2 et 3 tonnes, peut-être même davantage. Et l'ensemble avec la poulie au sommet devait atteindre entre 7 et 8 mètres de haut. C'était une machine gigantesque. Lever une machine de guerre pesant 2 tonnes à l'aide d'une simple corde de chanvre et de la seule force musculaire demande une bonne coordination. Tenez bon! Si l'équipe ou la corde lâche, Richard et ses assistants risquent un grave accident. Lâchez doucement. Ok, je la tiens. Dégagez le terrain. Une fois relâché, il n'y aura pas de deuxième essai. Il faut bien viser la cible. 3, 2, 1... On dirait que la passerelle s'est bien empalée. C'est efficace pour lier 2 navires entre eux, et ça doit être raisonnablement efficace si cela se déroule dans de bonnes conditions. Néanmoins, l'expérience menée par Richard révèle une faiblesse dans ce procédé. Savoir exactement quand lâcher le Corvus devait demander un entraînement intensif. Il fallait qu'il tombe pile. Imaginez les 2 bateaux roulant sur la mer, lancés l'un contre l'autre. L'instant de la manœuvre devait être crucial. Bien qu'il s'agisse d'un modèle réduit de moitié en poids et en dimension, Richard et ses 2 aides ont un mal fou à le relever une seconde fois. Et ce modèle réduit laisse entrevoir d'autres problèmes. Ce qui fausse tout, c'est qu'ici, nous sommes sur la terre ferme. Rendez-vous compte de ce que ça devait être sur des navires en haute mer avec le roulis, le tangage, le fracas de la bataille. Ce genre d'opération devait être extrêmement difficile à réussir. Les 13 mètres de haut du Corvus devaient compromettre la stabilité de l'embarcation et transformer un vaisseau de guerre en un bâtiment lourd et difficile à manœuvrer. L'énorme masse qui surplombait le pont rendait le bateau sensible au roulis et encore plus instable.
Si la mer se creusait, cette superstructure pesante risquait de faire chavirer le bateau. Mais pour vaincre Carthage, il fallait que ce soit sur la mer. Malgré les risques, les Romains installèrent leurs engins. Cette option s'avérerait-elle payante? En 245 avant Jésus-Christ, les Romains lancent la plus grande flotte de guerre qu'ils aient jamais mise à la mer. Tous les bateaux sont munis d'un corvus. Mais à quelques milles seulement du port, ils affrontent une mer déchaînée. Les commandants ne peuvent plus contrôler leurs navires que leurs corvus ont rendu trop instables. C'est trop encombrant, trop massif. Cela va contre toutes les lois de la navigation. Les Romains tombent sur une tempête. N'étant pas très bons marins, ils ne l'ont pas vu venir. Ils ne savent que faire et c'est le naufrage. 270 vaisseaux s'abîment dans les flots. Les Romains perdent 100 000 soldats. C'est la plus grande catastrophe maritime de tous les temps. Tout cela à cause de quelques planches de bois. C'est une machinerie inadaptée. Disons que c'était une solution rapide qui donnait l'illusion de pouvoir résoudre un problème. Mais dans son application concrète, elle pénalisait beaucoup trop le navire et sa manœuvrabilité, surtout un navire déjà lent et lourd. Les Romains abandonnent l'idée du corvus et aucune armée ne se risquera plus à l'adopter. Mais les batailles navales ne se sont pas toutes déroulées au-dessus des flots. La quête pour la suprématie sur les mers a incité les ingénieurs navals de l'Antiquité à se pencher sous la surface des mers, à reculer les limites de l'endurance humaine et à parfaire la technologie des équipements de plongée. Transformant ainsi des gens de mer ordinaires en forces spéciales d'élite spécialement équipées. Tout au long de l'histoire, l'importance stratégique des océans a toujours été primordiale. Notre monde ne peut se passer de transport maritime. C'est la seule façon de faire voyager des denrées dès qu'elles pèsent plus d'une centaine de kilos. Le besoin de contrôler les mers a favorisé une course à la technologie et aux armes tactiques qui a suscité les plus grandes avancées dans le domaine de la technologie militaire. Ce sont les forces navales du monde entier qui ont produit le plus grand nombre d'innovations dans l'art de la guerre, quelle que soit l'époque. La plupart des armes modernes et sophistiquées qu'on utilise aujourd'hui, y compris les avions, les bombardiers, les tanks, doivent être les meilleurs, sinon ils perdront la guerre. De la flotte américaine au XXIe siècle, en passant par la domination britannique sur les mers du temps de son empire, jusqu'à la domination massive des Grecs sur la Méditerranée il y a 3000 ans, la règle n'a jamais changé. La nation qui règne sur les mers règne sur le monde. Mais pour cela, il fallait dans l'Antiquité, comme c'est encore le cas aujourd'hui, non seulement régner sur les océans, mais régner sous la surface des eaux. La technologie sous-marine et les commandos des forces spéciales de nos armées modernes sont les armes ultimes grâce auxquelles les généraux changent l'issue d'une bataille et souvent d'une guerre, parce que les attaques sous-marines peuvent se faire en secret, sans pouvoir être décelées par les sentinelles ennemies. Chaque armée moderne possède son propre corps d'élite, composé de spécialistes surentraînés aux attaques sous-marines. Paul Haynes est un ancien des commandos des Royal Marines. L'exploration sur la terre ferme exige généralement des véhicules qui sont moins discrets que des équipes opérant sous la surface de l'eau. Mais les hommes et les femmes qui composent ces forces spéciales seraient sans doute surpris d'apprendre que les nageurs de combat existent depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginent. Pour effectuer ces missions sous-marines, les nageurs ont besoin d'un élément qui nous est à tous absolument indispensable. L'oxygène, c'est l'élément vital de tous les plongeurs. Sans oxygène, la vie ne dure pas longtemps. Le moyen le plus simple, c'est encore le tuba. Un texte grec datant de 2500 ans mentionne les exploits d'un espion nommé Silice qui remplit une audacieuse mission sous-marine consistant à trancher les amarres de vaisseaux perses sans se faire repérer par leurs occupants. Le récit précise que le secret de sa réussite tient à un mystérieux tube creux, l'ancêtre du tuba. Richard Windley a fait des recherches sur la technologie de la plongée sous-marine dans l'Antiquité. On pense souvent que l'idée du tuba est venue aux hommes en voyant nager les éléphants.
Et ces tubas sont en bambou. Dans l'Antiquité, on devait se servir du roseau géant, la Rhododendron, qui poussait sur tout le pourtour méditerranéen et atteignait une grande hauteur. L'embout perpendiculaire, c'est moi qui l'ai ajouté, parce qu'il est évident que si on se contente d'un tube droit, il faut constamment avoir les yeux en l'air, ce qui est très gênant quand on a une tâche à accomplir. Le texte montre un plongeur qui va à 5 mètres de profondeur. Mais à cause de l'augmentation de la pression sur les poumons, le tuba est inefficace au-delà de 60 cm de profondeur. Paul Haynes pense donc que ces illustrations sont fautives. Tous les tubas ont des limites. Tout dépend d'abord de la longueur de l'engin. S'il est trop long, vous aurez beaucoup de mal à respirer. Il y a donc une longueur idéale pour un tuba. La réplique fabriquée par Richard Winley mesure 90 cm de long. Il dépasse donc la longueur optimale qui est d'un peu plus de 60 cm. Paul descend le tuba à sa profondeur maximale. Le résultat impressionne ce plongeur pourtant chevronné. C'était assez confortable. J'avais l'impression d'avoir un tuba standard. Tant qu'on ne va pas très profond, on peut respirer sans difficulté. Mais dès qu'on descend un peu, c'est évident, on sent la pression qui augmente sur les poumons. Ce test nous apprend que ce tuba archaïque fournit au plongeur une bonne provision d'oxygène, mais qu'il limite la profondeur opératoire à un peu moins d'1 mètre. À cette profondeur, le plongeur peut être repéré par des sentinelles. Pour que l'opération soit vraiment clandestine, au cours des siècles, les techniciens militaires ont cherché à fabriquer des engins qui ne laissent aucune trace. Même les bouteilles de plongée modernes produisent un sillage de bulles qu'une sentinelle attentive est capable de détecter. Pour résoudre ce problème, aujourd'hui, les forces spéciales utilisent un appareil qu'ils appellent un recycleur. Incroyable mais vrai, cet appareil permet au plongeur de respirer l'air qu'il vient d'expirer. Résultat, il ne produit aucune bulle. Aujourd'hui, on dispose d'un recycleur d'air vicié. C'est le dispositif le plus perfectionné qui existe pour les commandos. L'air que respire le plongeur vient de ces sacs qu'on a baptisés poumons de secours. L'air rejeté par le plongeur transite par ces tuyaux dans ces sacs et passe à travers un recycleur qui absorbe l'oxyde de carbone que l'on fabrique et, une fois purifié, retourne au plongeur qui peut respirer de l'oxygène pur. Mais le plus incroyable, c'est que cet appareil ultra sophistiqué a peut-être pour ancêtre un engin destiné aux troupes d'assaut utilisé voici des milliers d'années. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'Assyrie faisait partie des superpuissances de l'Ancien Monde. Elle contrôlait un très vaste empire. À l'intérieur de son territoire et le long de ses frontières, se trouvaient des plateaux et des vallées fertiles parcourus de rivières. Plus l'empire se développait, plus ses armées, pour attaquer, avaient besoin de franchir ces voies d'eau. À Londres, on possède un bas-relief qui nous renseigne sur la façon dont les Assyriens envisageaient de résoudre ce problème. Le British Museum de Londres possède la plus grande collection d'antiquités. Et c'est ici que le docteur John Bevan cherche la preuve qui pourrait certifier que les Assyriens utilisaient une sorte de respirateur il y a 3000 ans. Le musée possède un bas-relief qui représente les hauts faits de l'armée assyrienne. Stratégie d'encerclement, chars et infanterie lourde, tout est représenté. Mais une portion de ce bas-relief illustre une bataille livrée devant un fleuve. Cette scène représente le franchissement d'une rivière, peut-être l'Euphrate, par l'armée assyrienne. Il s'agit d'une opération gigantesque qui pose un gros problème de logistique. Il leur faut faire passer toutes les troupes et les chars de l'autre côté du fleuve. C'est une merveilleuse illustration des difficultés que pose le franchissement d'un cours d'eau. Dans ce bas-relief, on trouve la preuve illustrée d'un mystérieux engin dû à la technologie assyrienne. Pendant longtemps, cet ustensile m'a intrigué. On voit un soldat assyrien qui tient contre lui ce qui ressemble à une grosse outre en peau de chèvre ou à une vessie gonflée. Elle est maintenue par des sangles et il a un tube dans la bouche. Selon certains, cette scène représente un plongeur qui nage sous l'eau pour passer inaperçu. Le nageur respirerait donc en tirant l'oxygène et en rejetant l'air vicié du même sac. Beaucoup pensent que c'est la preuve
que ce serait là le premier respirateur recycleur au monde. D'autres soutiennent que ce procédé n'aurait jamais pu fonctionner. C'est là que notre équipe de chercheurs intervient. À notre avis, la version originale devait être fabriquée entièrement avec des peaux de bêtes assemblées en les cousant et en les collant à l'aide de toutes sortes de mélanges curieux, comme le miel et la cire d'abeille. Ce genre de mixture assure une assez bonne étanchéité. Aujourd'hui, c'est Paul Haynes, ex-commandant des Royal Marines, qui va tester cet ustensile. S'agit-il vraiment du premier équipement militaire totalement clandestin ? Le résultat de l'expérience est très clair. La difficulté à surmonter, c'est que ce sac a tendance à remonter et qu'il vous tire fortement vers la surface. L'air étant 800 fois moins dense que l'eau, pousse ce respirateur archaïque vers la surface, ce qui rendrait toute opération militaire quasiment impossible. Et pourtant, ce bas-relief antique montre clairement qu'on s'en servait en opération. John Bevan, historien de l'Antiquité, a son interprétation de la chose. Le soldat qui tentait de franchir un fleuve avait bien entendu un équipement lourd. Une armure et sans doute des armes lourdes. Impossible de nager avec un tel chargement. Le sac était donc là pour l'aider à flotter et à franchir la rivière. L'embouchure ne servait donc peut-être qu'à maintenir le sac en position gonflée. L'expérience montre que les sacs étaient utilisés pour nager en surface plutôt que pour nager sous l'eau. Ce procédé est encore utilisé par les membres des forces spéciales lorsqu'ils parcourent de grandes distances à la nage avec des équipements lourds. Naturellement, nous avons beaucoup de peine à croire que dans l'Antiquité, on ait pu mettre au point des procédés permettant d'explorer le monde sous-marin. Mais Richard ne désespère pas de trouver un équipement plausible pour l'Antiquité et qui autorise la plongée clandestine. Il examine les textes qui affirment que les forces spéciales d'Alexandre le Grand menaient bel et bien des opérations de plongée clandestine. Alexandre est né en Macédoine en 356 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand est universellement considéré comme le plus grand général de l'Antiquité. C'était un homme qui s'exposait en première ligne, mais c'était également un brillant tacticien. Des récits anciens, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, racontent comment Alexandre assiégea la cité phénicienne de Tyr. Ces récits ont fait naître une légende. On dit qu'Alexandre a pu connaître les défenses de la ville grâce à une opération sous-marine et à une cloche de plongée. Voilà à peu près à quoi ressemblait une cloche de plongée. C'est le moyen le plus pratique, le plus efficace et le plus simple qui permet à des plongeurs d'entreprendre des opérations clandestines. Le concept de cette cloche est assez simple. L'air captivé par le dôme fournit au plongeur une réserve d'air qui lui permet de respirer. On le descend au fond de ce conteneur à 6 mètres de profondeur environ, ce qui devrait me fournir assez de longueur pour me permettre de me déplacer dessous en plaçant ma tête et mes épaules sous la cloche. L'air captif sous la cloche force l'appareil à flotter. Pour l'empêcher de jaillir à la surface, on attache des poids ou cordes tout autour du conteneur. Ces poids fournissent une poussée verticale du haut vers le bas rigoureusement égale à celle que l'air captif dans la cloche exerce du bas vers le haut. Tandis que Paul s'apprête à replonger, les techniciens placent la cloche dans l'eau. L'opération est compliquée. Mais finalement, la cloche s'enfonce au fond. Tandis que Richard Winley observe la scène depuis la surface, le docteur Bevan, lui, la contemple depuis une vitre blindée aménagée dans la paroi du réservoir. Une fois que la cloche est au fond, Paul emplit ses poumons d'air et plonge. Une fois au fond du réservoir, Paul va faire 2 essais. Le premier consiste à savoir s'il peut bouger tout en utilisant la cloche comme réserve d'air. Tout en s'activant, Paul n'aspire dans ses poumons que l'air comprimé de la cloche. Le second essai consiste à savoir si Paul peut faire des incursions dans les alentours, puis retourner à la cloche pour se réapprovisionner en air.
Mais comme il n'a dans ses poumons que l'air comprimé de la cloche, s'il change de profondeur, l'augmentation de la pression risque de lui faire exploser les poumons. Il s'agit là d'une opération extrêmement dangereuse. Paul se fie à son savoir-faire pour se maintenir exactement à la profondeur de la cloche et rester en vie. C'est pour cette raison qu'il doit expirer de façon continue, tandis qu'il remonte à la surface. Une fois qu'on est descendu et qu'on est habitué, on respire assez facilement. Et on a une bonne visibilité. On peut très vite bouger alentour. On peut l'utiliser comme une réserve d'oxygène stationnaire pour procéder à des travaux de réparation. Notre expérience le prouve. Avant que n'existent les équipements de plongée modernes, les ingénieurs militaires étaient capables de concevoir des engins qui permettaient à leurs unités d'élite de travailler sous l'eau pendant assez longtemps. Je trouve cette expérience très concluante. C'est exactement ce à quoi je me serais attendu dans la vraie vie, si je puis dire. On a déposé la cloche sur un fond marin et elle est remplie d'air frais. Le plongeur est descendu à son niveau, il s'est acclimaté, il peut remplir sa tâche, revenir vers la cloche, se réapprovisionner en air frais et travailler un bon moment à cette profondeur. Ce test effectué dans un réservoir très profond nous apprend que nos ancêtres, ceux qui ont vécu il y a 3000 ans, ne se sont pas contentés de maîtriser les mers, mais qu'ils ont aussi conquis les profondeurs. Des outils comme le tuba leur permettaient d'effectuer des opérations clandestines. Ce tuba remplissait sa fonction, à savoir que le plongeur pouvait respirer tout en restant absolument invisible. Seule émergeait l'extrémité du tuba, qui n'est pas très facile à repérer. La vessie des Assyriens, même si elle était loin d'être aussi sophistiquée que les respirateurs recycleurs utilisés aujourd'hui par les nageurs de combat, a permis à de petits groupes de plongeurs munis d'armes pesantes de franchir rapidement des fleuves. Ces vessies étaient l'équivalent de nos gilets de sauvetage. Elles aidaient le nageur à se maintenir sans effort à la surface. Même si elles entravaient un peu sa progression, c'était une sécurité. Si le nageur transportait un équipement lourd, elles lui permettaient de garder la tête hors de l'eau. Et la cloche d'Alexandre le Grand nous l'a prouvé. Il y a 2500 ans, les ingénieurs militaires étaient capables de concevoir des systèmes et de fabriquer des engins qui permettaient aux hommes spécialement formés d'opérer sous l'eau et d'y rester assez longtemps. Ces technologies, les commandos de l'époque les ont utilisées il y a plusieurs milliers d'années. Mais les principes d'application et les machines qui en sont dérivées sont encore en usage sur le théâtre de nos guerres modernes près de 3000 ans plus tard. La conclusion que j'en tire pour ma part, c'est que dans l'Antiquité, ces hommes étaient à la fois intrépides, ambitieux et extrêmement compétents. Ce qu'ils sont parvenus à inventer et à réaliser le prouve. Des innovations technologiques et des expérimentations sous-marines, jusqu'aux navires de combat qui filaient sur la surface, les ingénieurs militaires de jadis ont sans cesse reculé les limites de l'invention humaine. Et si les ingénieurs militaires d'aujourd'hui suivent leurs traces, ils ont une grande dette envers les inventeurs de l'Antiquité. Pour résoudre ce problème, aujourd'hui, les forces spéciales utilisent un appareil qu'ils appellent un recycleur. Incroyable mais vrai, cet appareil permet au plongeur de respirer l'air qu'il vient d'expirer. Résultat, il ne produit aucune bulle. Aujourd'hui, on dispose d'un recycleur d'air vicié. C'est le dispositif le plus perfectionné qui existe pour les commandos. L'air que respire le plongeur vient de ces sacs qu'on a baptisés poumons de secours. L'air rejeté par le plongeur transite par ces tuyaux dans ces sacs et passe à travers un recycleur qui absorbe l'oxyde de carbone que l'on fabrique et, une fois purifié, retourne au plongeur qui peut respirer de l'oxygène pur. Mais le plus incroyable, c'est que cet appareil ultra sophistiqué a peut-être pour ancêtre un engin destiné aux troupes d'assaut utilisé voici des milliers d'années. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'Assyrie faisait partie des superpuissances de l'Ancien Monde. Elle contrôlait un très vaste empire. À l'intérieur de son territoire et le long de ses frontières, se trouvaient des plateaux et des vallées fertiles parcourus de rivières. Plus l'empire se développait, plus ses armées, pour attaquer, avaient besoin de franchir ces voies d'eau. À Londres, on possède un bas-relief qui nous renseigne sur la façon dont les Assyriens envisageaient de résoudre ce problème. Le British Museum de Londres possède la plus grande collection d'antiquités. Et c'est ici que le docteur John Bevan cherche la preuve qui pourrait certifier que les Assyriens utilisaient une sorte de respirateur il y a 3000 ans.
Le musée possède un bas-relief qui représente les hauts faits de l'armée assyrienne. Stratégie d'encerclement, chars et infanterie lourde, tout est représenté. Mais une portion de ce bas-relief illustre une bataille livrée devant un fleuve. Cette scène représente le franchissement d'une rivière, peut-être l'Euphrate, par l'armée assyrienne. Il s'agit d'une opération gigantesque qui pose un gros problème de logistique. Il leur faut faire passer toutes les troupes et les chars de l'autre côté du fleuve. C'est une merveilleuse illustration des difficultés que pose le franchissement d'un cours d'eau. Dans ce bas-relief, on trouve la preuve illustrée d'un mystérieux engin dû à la technologie assyrienne. Pendant longtemps, cet ustensile m'a intrigué. On voit un soldat assyrien qui tient contre lui ce qui ressemble à une grosse outre en peau de chèvre ou à une vessie gonflée. Elle est maintenue par des sangles et il a un tube dans la bouche. Selon certains, cette scène représente un plongeur qui nage sous l'eau pour passer inaperçu. Le nageur respirerait donc en tirant l'oxygène et en rejetant l'air vicié du même sac. Beaucoup pensent que c'est la preuve que ce serait là le premier respirateur recycleur d'avions le font à notre époque. En dépit de la puissance dévastatrice de leurs vaisseaux tortues, les Coréens devaient affronter des forces supérieures en nombre. Si l'ennemi parvenait à résister aux premières salves et s'approchait de leurs navires, les Coréens risquaient fort de perdre la bataille. Les ingénieurs militaires coréens durent donc mettre au point une stratégie pour parer à cette éventualité. La solution choisie paraît incroyable. Ils décidèrent de modifier leur vaisseau tortue pour le transformer en un véritable char d'assaut flottant. Le musée de la guerre à Séoul, en Corée. C'est ici qu'on a reconstitué l'un de ces extraordinaires vaisseaux de guerre. Le vaisseau tortue mérite d'être comparé à un char d'assaut, parce qu'il était conçu pour éperonner la flotte ennemie. Sa fonction consistait à briser les premières lignes ennemies et à couler les navires. Ensuite, le reste de la flotte coréenne se ruait dans la brèche. Ce bateau était conçu pour percuter directement les navires ennemis. Le navire pesant 400 tonnes, actionné par 80 rameurs, épronait la flotte ennemie. Bien entendu, il était spécialement conçu pour lui permettre d'encaisser de tels chocs. L'équipage et les rameurs s'abritaient à l'intérieur de l'embarcation. À l'extérieur, le vaisseau tortue était hérissé de pics. Des pics qui n'étaient pas là pour la décoration. Les navires japonais se dirigeaient vers les navires coréens à grande vitesse. Les marins japonais sautaient sur le pont et massacraient les guerriers coréens. Ceci s'explique parce que les navires japonais étaient beaucoup plus hauts sur l'eau. Pour parer à ce genre d'éventualité, les Coréens ont cloué des pics sur le pont de leurs navires. Chaque écaille métallique était munie d'une pique de 60 cm de long sur laquelle les envahisseurs qui se risquaient à l'abordage ne pouvaient que s'empaler. Le navire tortue s'était transformé en cactus géant. Mais ces pics n'étaient pas sa seule défense. À la proue de ce navire de guerre se dressait un majestueux dragon, la gueule ouverte. Lui non plus n'était pas là pour la décoration. Selon de vieux récits, la gueule du dragon recélait une arme secrète et mortelle. À la proue de ce vaisseau se dresse une tête de dragon avec une gueule ouverte qui fait office de sabord. On y disposait un petit canon dont la puissance était légendaire. Il y avait aussi une sorte de vaporisateur qui diffusait d'épaisses fumées toxiques produites par la combustion du soufre et du salpêtre. Cette tête de dragon était en fait l'ancêtre des armes chimiques. Elle était capable de disperser des gaz toxiques dans la direction de l'ennemi. L'emploi du gaz moutarde. Tout dépend d'abord de la longueur de l'engin. S'il est trop long, vous aurez beaucoup de mal à respirer. Il y a donc une longueur idéale pour un tuba. La réplique fabriquée par Richard Winley mesure 90 cm de long. Il dépasse donc la longueur optimale qui est d'un peu plus de 60 cm. Paul descend le tuba à sa profondeur maximale. Le résultat impressionne ce plongeur pourtant chevronné. C'était assez confortable. J'avais l'impression d'avoir un tuba standard.
Tant qu'on ne va pas très profond, on peut respirer sans difficulté. Mais dès qu'on descend un peu, c'est évident, on sent la pression qui augmente sur les poumons. Ce test nous apprend que ce tuba archaïque fournit au plongeur une bonne provision d'oxygène, mais qu'il limite la profondeur opératoire à un peu moins d'1 mètre. À cette profondeur, le plongeur peut être repéré par des sentinelles. Pour que l'opération soit vraiment clandestine, au cours des siècles, les techniciens militaires ont cherché à fabriquer des engins qui ne laissent aucune trace. Même les bouteilles de plongée modernes produisent un sillage de bulles qu'une sentinelle attentive est capable de détecter. Pour résoudre ce problème, aujourd'hui, les forces spéciales utilisent un appareil qu'ils appellent un recycleur. Incroyable mais vrai, cet appareil permet au plongeur de respirer l'air qu'il vient d'expirer. Résultat, il ne produit aucune bulle. Aujourd'hui, on dispose d'un recycleur d'air vicié. C'est le dispositif le plus perfectionné qui existe pour les commandos. L'air que respire le plongeur vient de ces sacs qu'on a baptisés poumons de secours. L'air rejeté par le plongeur transite par ces tuyaux dans ces sacs et passe à travers un recycleur qui absorbe l'oxyde de carbone que l'on fabrique et, une fois purifié, retourne au plongeur qui peut respirer de l'oxygène pur. Mais le plus incroyable, c'est que cet appareil ultra sophistiqué a peut-être pour ancêtre un engin destiné aux troupes d'assaut utilisé voici des milliers d'années. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'Assyrie faisait partie des superpuissances de l'Ancien Monde. Elle contrôlait un très vaste empire. À l'intérieur de son territoire et le long de ses frontières, se trouvaient des plateaux et des vallées fertiles parcourus de rivières. Plus l'Empire se développait, plus ses armées, pour attaquer, avaient besoin de franchir ces voies d'eau. À Londres, on possède un bas-relief qui nous renseigne sur la façon dont les Assyriens envisageaient de résoudre ce problème. Le British Museum de Londres possède la plus grande collection d'antiquités. Et c'est ici que le docteur John Bevan dit vaisseaux s'abîment dans les flots. Les Romains perdent 100 000 soldats. C'est la plus grande catastrophe maritime de tous les temps. Tout cela à cause de quelques planches de bois. C'est une machinerie inadaptée. Disons que c'était une solution rapide qui donnait l'illusion de pouvoir résoudre un problème. Mais dans son application concrète, elle pénalisait beaucoup trop le navire et sa manœuvrabilité, surtout un navire déjà lent et lourd. Les Romains abandonnent l'idée du Corvus et aucune armée ne se risquera plus à l'adopter. Mais les batailles navales ne se sont pas toutes déroulées au-dessus des flots. La quête pour la suprématie sur les mers a incité les ingénieurs navals de l'Antiquité à se pencher sous la surface des mers, à reculer les limites de l'endurance humaine et à parfaire la technologie des équipements de plongée. Transformant ainsi des gens de mer ordinaires en forces spéciales d'élite spécialement équipées. Tout au long de l'histoire, l'importance stratégique des océans a toujours été primordiale. Notre monde ne peut se passer de transport maritime. C'est la seule façon de faire voyager des denrées dès qu'elles pèsent plus d'une centaine de kilos. Le besoin de contrôler les mers a favorisé une course à la technologie et aux armes tactiques qui a suscité les plus grandes avancées dans le domaine de la technologie militaire. Ce sont les forces navales du monde entier qui ont produit le plus grand nombre d'innovations dans l'art de la guerre, quelle que soit l'époque. La plupart des armes modernes et sophistiquées qu'on utilise aujourd'hui, y compris les avions, les bombardiers, les tanks, doivent être les meilleurs, sinon ils perdront la guerre. De la flotte américaine au XXIe siècle, en passant par la domination britannique sur les mers du temps de son empire, jusqu'à la domination massive des Grecs sur la Méditerranée il y a 3000 ans, la règle n'a jamais changé. La nation qui règne sur les mers règne sur le monde. Mais pour cela, il fallait dans l'Antiquité, comme c'est encore le cas aujourd'hui, non seulement régner sur les océans, mais régner sous la surface des eaux. La technologie sous-marine et les commandos des forces spéciales de nos armées modernes sont les armes ultimes grâce auxquelles les généraux changent l'issue d'une bataille et souvent d'une guerre, parce que les attaques sous-marines peuvent se faire en secret, sans pouvoir être décelées par les sentinelles ennemies. Chaque armée moderne possède son propre corps d'élite, composé de spécialistes surentraînés aux attaques sous-marines.
Paul Haynes est un ancien des commandos des Royal Marines. L'exploration sur la terre ferme exige généralement des véhicules qui sont moins discrets que des équipes opérant sous la surface de l'eau. Mais les hommes et les femmes qui composent ces forces spéciales, Takashima, sont ces sphères creuses. En les examinant de plus près, on voit des traces d'explosion. Et chose curieuse, les dégâts semblent avoir été causés par une force située à l'intérieur de ces sphères. Ces objets seraient-ils les lointains ancêtres de nos grenades explosives? Dans l'enceinte sacrée du musée sanctuaire de Hakozaki à Fukuoka, au Japon, on trouve un indice qui pourrait bien fournir la réponse à cette question. Il s'agit d'un ancien rouleau conservé par les prêtres de l'un des 3 grands sanctuaires japonais. Ce rouleau illustre des événements qui se sont déroulés il y a environ 700 ans dans la région où a eu lieu la première invasion mongole. Les Mongols étaient des cavaliers, mais ils savaient utiliser la poudre. Les Japonais, qui n'avaient jamais vu d'engin explosif, furent extrêmement surpris. Si on l'observe avec suffisamment d'attention, l'une des illustrations de ce rouleau fournit la preuve qu'on transportait bien des boulets explosifs sur le lieu du naufrage, dans la baie de Takashima. Le rouleau nous montre des fragments explosés semblables à ceux d'une grenade moderne. Les anciens lui donnaient le nom de Tetsuao. En fait, on a repêché 6 exemplaires de ces armes qui prouvent bien qu'à cette époque, on se servait déjà d'armes dévastatrices et extrêmement sophistiquées, et ceci dès 1281. Une fois passés au rayon X, les Tetsuao non explosés révèlent qu'ils ne contiennent pas seulement de la poudre, mais aussi des bouts de ferraille capables de provoquer un carnage. Ces Tetsuao pouvaient être projetés à l'aide de catapultes ou simplement lancés à la main comme des grenades d'infanterie modernes. Les résultats auraient sans doute médusé et terrifié les Japonais. Les Japonais n'avaient jamais vu de telles armes. Des armes qui font du bruit et qui explosent. Elles auraient taillé nos soldats en pièces et fait des dégâts partout. Le moral des soldats en aurait pris un coup. Mais personne ne sait quelle était la capacité dévastatrice de ces bombes datant du Moyen-Âge. C'est ce qu'on va tenter de savoir. Richard Windley, expert en technologie ancienne, a fait des recherches sur les capacités destructrices des Tetsuao. Il a pu reconstituer ces grenades légendaires. Celles-ci sont faites avec une pierre très lourde, une sorte de poterie très grossière, mais à la fois lourde et bien épaisse. Ce que vous voyez là, ce sont des répliques de ce que nous appellerions aujourd'hui grenades à fragmentation. Des armes capables de causer un maximum de dégâts physiques. Il s'agit d'armes absolument terrifiantes. Voici. Avant d'explorer l'art de la guerre sur les mers, il faut rappeler certains chiffres concernant les océans. Ils occupent les 2/3 de la surface de notre planète. Depuis 5000 ans au moins, les mers ont fait office de champ de bataille. Où que vous habitiez sur cette terre, si vous étiez au bord de la mer, il vous fallait un bateau. Transporter des gens ou des biens sur de grandes étendues de territoire coûtait trop cher et posait d'énormes difficultés. Amener un bateau d'un point à un autre était environ 6 fois plus rapide et c'était infiniment plus simple. La nécessité de construire des vaisseaux toujours plus rapides, plus grands et plus puissants a déclenché dès l'Antiquité une course aux armements marins. On a retrouvé des traces de produits hautement toxiques qui prouvent l'existence d'armes biologiques, de grenades offensives à fort pouvoir explosif, d'unités sous-marines qui opéraient à la façon des commandos marins américains et d'inventions visionnaires permettant de marcher sur la mer comme sur le plancher des vaches. Toutes les civilisations de l'Antiquité, depuis les Égyptiens en passant par les Grecs jusqu'aux Romains, ont survécu grâce à leurs innovations dans la technologie navale. Faute d'innover, elles ont péri. Et la plus redoutable de toutes ces inventions n'est pas venue de l'Occident, mais de l'Orient. La Corée du Sud est l'un des joyaux les plus étincelants de l'Asie. Ce qui explique que pendant des siècles, elle a été convoitée par 2 de ses plus puissants voisins, la Chine et le Japon. Le Japon a formé les plus redoutables soldats que l'histoire ait connus, les samouraïs. La Chine
possédait l'armée de fantassins la plus nombreuse de toute l'Antiquité. Or, la Corée se trouve au carrefour entre ces deux pays, cernée par deux superpuissances agressives. Pour protéger ses côtes, la Corée, plus petite et plus vulnérable que ses deux voisins immédiats, a été obligée de développer sa technologie pour survivre. À l'époque de la dynastie Koryo, le développement des sciences a eu pour effet de nous doter d'une technologie militaire très en avance sur son époque. En l'an 1591, les Coréens mettent au point un bateau de guerre qui restera célèbre sous le nom de vaisseau tortue. En moins de 6 mois, on forme des équipages chargés de manœuvrer ce vaisseau tortue en vue d'un conflit qui restera dans l'histoire sous le nom de guerre Imjin. La Corée devra affronter la flotte japonaise plus de 3 fois supérieure en nombre. À l'époque de la guerre Imjin, les deux flancs du navire étaient pourvus de 6 abords. 2 autres se trouvaient de part et d'autre de la figure de proue en forme de tête de dragon. Ces canons pouvaient cracher de véritables nuées de missiles balistiques. On imagine que ces canons projetaient des boulets. Mais dans les premiers temps, ils expédiaient de grosses flèches en bois munies d'ailerons métalliques. Ces flèches mesuraient 2 mètres de long. Kublai Khan veut exterminer les pirates japonais dont les pillages menacent le négoce sur les routes du commerce mongol. L'été de l'an 1281, le sort du Japon est dans la balance. Si le Japon avait perdu, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Il s'agissait de la première tentative d'invasion de notre archipel. C'est sans doute le fait que les gens se soient unis pour la repousser qui a engendré notre sentiment national. Pour cette invasion, Kublai Khan a prévu une flotte aux proportions gigantesques. Au Moyen-Âge, les plus grandes flottes jamais réunies sont celles que Kublai Khan a rassemblées pour envahir le Japon, une première fois en 1274 et une deuxième en 1281. La plus grande, la seconde, engageait plus de 4000 navires, transportant 100 000 soldats. C'est sans doute la plus grande armada de tous les temps avant la flotte alliée de juin 44. Comme lors du débarquement en Normandie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lancer une flotte sur les eaux représentait un véritable défi. Si l'aventure s'avérait payante, le Japon serait anéanti. Mais à quelques encablures des côtes, une terrible tempête se lève. Les vents déchaînés creusent la mer, toute la flotte s'abîme dans les flots. Les victimes se comptent par milliers. La population japonaise est convaincue que leur nation est sous la protection divine. Des archives historiques de cette époque, celles de l'attaque mongole, mentionnent un violent typhon. Les Japonais sont persuadés que ce vent est un cadeau des dieux. Ils l'appellent le vent divin, qui en japonais se dit kamikaze. Ce terme devait devenir le mot de ralliement des pilotes suicides japonais qui détruisaient les navires américains et sapaient le moral des équipages lors de la Seconde Guerre mondiale, 500 ans plus tard. Non loin des côtes japonaises, dans la baie de Takashima, les archéologues ont fait une découverte absolument stupéfiante. La flotte engloutie de Kublai Khan, enfin repérée, gisait sous les flots. Le musée de Takashima abrite ces précieux vestiges. Le site archéologique sous-marin de Takashima est l'un des premiers sites de fouilles sous-marines à avoir été exploré. Et c'est l'un des plus grands centres d'archéologie sous-marine. On a trouvé des sabres de fer, des boulets en pierre projetés par des catapultes et cette encre gigantesque. Voici des pièces de bois qui ont été remontées. Ce sont des morceaux de navires, des pièces de charpente navale. Mais les pièces les plus étonnantes trouvées sur le lieu du naufrage dans la baie de Takashima, 300 km à l'heure. Le secret de leur efficacité, c'était leur profilage révolutionnaire mis au point par les ingénieurs coréens. Grâce à son incomparable puissance de feu, le vaisseau Tortue pouvait anéantir à distance des cibles japonaises tout en se maintenant à l'abri de contre-attaques, un peu comme les porte-avions le font à notre époque. En dépit de la puissance dévastatrice de leur vaisseau Tortue, les Coréens devaient affronter des forces supérieures en nombre. Si l'ennemi parvenait à résister aux premières salves et s'approchait de leurs navires, les Coréens risquaient fort de perdre la bataille.
Les ingénieurs militaires coréens durent donc mettre au point une stratégie pour parer à cette éventualité. La solution choisie paraît incroyable. Ils décidèrent de modifier leur vaisseau Tortue pour le transformer en un véritable char d'assaut flottant. Le musée de la guerre à Séoul, en Corée. C'est ici qu'on a reconstitué l'un de ces extraordinaires vaisseaux de guerre. Le vaisseau Tortue mérite d'être comparé à un char d'assaut, parce qu'il était conçu pour éperonner la flotte ennemie. Sa fonction consistait à briser les premières lignes ennemies et à couler les navires. Ensuite, le reste de la flotte coréenne se ruait dans la brèche. Ce bateau était conçu pour percuter directement les navires ennemis. Le navire pesant 400 tonnes, actionné par 80 rameurs, éprenait la flotte ennemie. Bien entendu, il était spécialement conçu pour lui permettre d'encaisser de tels chocs. L'équipage et les rameurs s'abritaient à l'intérieur de l'embarcation. À l'extérieur, le vaisseau Tortue était hérissé de pics. Des pics qui n'étaient pas là pour la décoration. Les navires japonais se dirigeaient vers les navires coréens à grande vitesse. Les marins japonais sautaient sur le pont et massacraient les guerriers coréens. Ceci s'explique parce que les navires japonais étaient beaucoup plus hauts sur l'eau. Pour parer à ce genre d'éventualité, les Coréens ont cloué des pics sur le pont de leurs navires. Chaque écaille métallique était munie d'une pique de 60 cm de long sur laquelle les envahisseurs qui se risquaient à l'abordage ne pouvaient que s'empaler. Le navire Tortue s'était transformé en cactus géant. Mais ces pics n'étaient pas sa seule défense. À la proue de ce navire de guerre se dressait un majestueux dragon, la gueule ouverte. Lui non plus n'était pas là pour la décoration. Selon de vieux récits, la gueule du dragon recélait une arme secrète et mortelle. À la proue de ce vaisseau se dresse une tête de dragon avec une gueule ouverte qui fait office de sabord. On y disposait un petit canon dont la puissance était légendaire, vraiment dangereux. Il suffisait que le vent tourne pour qu'il revienne toucher ceux qui s'en servaient au lieu de frapper l'ennemi. Je dispose ma petite cartouche. Je l'allume, je la mets dans le chaudron, je ferme vite le couvercle et avec un peu de chance, on devrait obtenir de la fumée. Pour commencer, la fumée s'enroule autour de la tête, ce qui constituerait un danger mortel pour des assaillants proches. Mais ensuite, le vent la projette plus loin. On peut supposer qu'avec un système comme celui-là, on pouvait projeter de la fumée toxique assez loin. Si on essaie de disperser une substance dans l'air, on ne dépasse guère 3 mètres. C'était simplement un moyen de faire monter le gaz dans l'air et de le disperser. Mais je pense qu'étant donné la bonne manœuvrabilité de ces vaisseaux Tortues, c'était une tactique efficace. Rappelons-nous que les Coréens se trouvaient en infériorité numérique. Ils étaient prêts à tout faire pour remporter un avantage, pour sauver leur culture et leur pays. Si le commandant d'un vaisseau Tortue était capable de se placer sous le vent de l'ennemi, il pouvait projeter ses gaz toxiques sans risquer d'asphyxier ses propres troupes. L'emploi de gaz toxiques est resté dépendant des caprices du vent jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis les tranchées, on l'expédiait à l'aide de mortiers. Avec son arsenal redoutable, sa puissance de percussion, sa carapace hérissée de pics, le vaisseau Tortue était un navire capable de changer l'issue d'un conflit. Mais l'Extrême-Orient a vu naître une arme navale encore plus mortelle. C'est grâce à une découverte sous-marine que l'on connaît aujourd'hui la hauteur à laquelle des engins explosifs survolaient les mers voici près de 1000 ans. Au XIIIe siècle, Kublai Khan est un seigneur de guerre cruel et sanguinaire à la tête d'une superpuissance agressive et expansionniste. Au sommet de sa gloire, l'empire mongol s'étend sur un territoire 3 fois plus étendu que les États-Unis d'Amérique. Pourtant, une nation échappe à la domination de cet empire, le plus grand et le plus durable de toute l'histoire. Cette nation, c'est le Japon. Kublai Khan veut exterminer les pirates japonais dont les pillages menacent le négoce sur les routes du commerce mongol. L'été de l'an 1281, le sort du Japon est dans la balance.
Si le Japon avait perdu, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Il s'agissait de la première tentative d'invasion de notre archipel. C'est sans doute le fait que les gens se soient unis pour la repousser qui a engendré notre sentiment national. Pour cette invasion, Kublai Khan a prévu une flotte aux proportions gigantesques. Au Moyen-Âge, les plus grandes flottes jamais réunies sont celles que Kublai Khan a rassemblées pour envahir le Japon. Une première Équipement de plongée. Transformant ainsi des gens de mer ordinaires en forces spéciales d'élite spécialement équipées. Tout au long de l'histoire, l'importance stratégique des océans a toujours été primordiale. Notre monde ne peut se passer de transport maritime. C'est la seule façon de faire voyager des denrées dès qu'elles pèsent plus d'une centaine de kilos. Le besoin de contrôler les mers a favorisé une course à la technologie et aux armes tactiques qui a suscité les plus grandes avancées dans le domaine de la technologie militaire. Ce sont les forces navales du monde entier qui ont produit le plus grand nombre d'innovations dans l'art de la guerre, quelle que soit l'époque. La plupart des armes modernes et sophistiquées qu'on utilise aujourd'hui, y compris les avions, les bombardiers, les tanks, doivent être les meilleures, sinon ils perdront la guerre. De la flotte américaine au XXIe siècle, en passant par la domination britannique sur les mers du temps de son empire, jusqu'à la domination massive des Grecs sur la Méditerranée il y a 3000 ans, la règle n'a jamais changé. La nation qui règne sur les mers règne sur le monde. Mais pour cela, il fallait dans l'Antiquité, comme c'est encore le cas aujourd'hui, non seulement régner sur les océans, mais régner sous la surface des eaux. La technologie sous-marine et les commandos des forces spéciales de nos armées modernes sont les armes ultimes grâce auxquelles les généraux changent l'issue d'une bataille et souvent d'une guerre, parce que les attaques sous-marines peuvent se faire en secret, sans pouvoir être décelées par les sentinelles ennemies. Chaque armée moderne possède son propre corps d'élite, composé de spécialistes surentraînés aux attaques sous-marines. Paul Haynes est un ancien des commandos des Royal Marines. L'exploration sur la terre ferme exige généralement des véhicules qui sont moins discrets que des équipes opérant sous la surface de l'eau. Mais les hommes et les femmes qui composent ces forces spéciales seraient sans doute surpris d'apprendre que les nageurs de combat existent depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginent. Pour effectuer ces missions sous-marines, les nageurs ont besoin d'un élément qui nous est à tous absolument indispensable. L'oxygène, c'est l'élément vital de tous les plongeurs. Sans oxygène, la vie ne dure pas longtemps. Le moyen le plus simple, c'est encore le tuba. Un texte grec datant de 2500 ans mentionne les exploits d'un espion nommé Silice qui remplit une audacieuse mission sous-marine consistant à trancher les amarres de vaisseaux perses sans se faire repérer par leurs occupants. Le récit précise que le secret de sa réussite tient à un mystérieux tube creux, l'ancêtre du tuba. Richard Windley